Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence du 2 février 2017. Merci à la filière FAI2R de nous permettre de traiter le sujet sur les abcès aseptiques ce jour. Je me présente, je suis le professeur Marc-André. Nous sommes ici à Clermont-Ferrand, sur un des sites du CHU, Gabriel Montpied, dans le service de médecine interne. Ce service est centre de compétences pour les maladies auto-inflammatoires et auto-immunes rares, et il coordonne également l'enregistrement sur le syndrome des abcès aseptiques, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs dizaines d'années à présent, avec le professeur Aumaître et d'autres collaborateurs, le docteur Antoine Bardy, le docteur Ludovic Tréfond notamment. Les objectifs principaux que nous allons essayer de valider au cours de cette webconférence sont les suivants. Savoir déjà rechercher quels peuvent être les éléments cliniques, biologiques, radiologiques qui peuvent orienter vers un syndrome des abcès aseptiques. Connaître les principaux diagnostics différentiels du syndrome des abcès aseptiques. Et troisièmement, savoir prendre en charge du diagnostic au traitement, aux rechutes, le syndrome des abcès aseptiques. Nous allons, si vous le voulez bien, suivre le plan suivant, avec tout d'abord un rappel sur l'historique qui, comme vous le verrez, donnera une image assez précise et assez concrète de ce que peut être le syndrome des abcès aseptiques. Nous verrons ensuite quelles sont les données de l'enregistrement, l'enregistrement national. Deuxièmement, quelles sont les données de la littérature. Nous ferons une synthèse de l'ensemble de ces données. Puis nous verrons un certain nombre d'éléments de physiopathologie, même si celle-ci est relativement balbutiante. Quel est le spectre clinique derrière lequel peuvent évoluer les abcès aseptiques? Quels sont les éléments du diagnostic positif? Quels sont les éléments du diagnostic différentiel? Bien sûr, comment traite-t-on le syndrome des abcès aseptiques, et ensuite, quelle peut être son évolution. Tout d'abord, le syndrome des abcès aseptiques se définit de façon assez simple, en théorie, mais c'est évidemment plus difficile en pratique, par l'association de fièvre, de douleur, généralement en rapport avec la localisation des abcès aseptiques. Ces abcès donc sont mis en évidence par l'imagerie, et lorsque ils sont ponctionnés ou biopsiés, ils s'avèrent sans microbes, amicrobiens, et toutes les recherches périphériques que l'on peut faire également sont négatives. Dans cette situation, on peut évoquer le syndrome des abcès aseptiques, et autre fait remarquable, autre critère, je dirais, c'est qu'ils sont extrêmement corticosensibles. Du jour au lendemain, quasiment, les patients doivent être améliorés. Donc c'est un syndrome qui est de description assez récente, à la fin des années 1980 et début des années 1990, comme je vais vous le montrer. Ainsi, dans ce cas princeps, qui va bien dérouler ce que peut être l'histoire d'un syndrome des abcès aseptiques, vous voyez que l'origine des symptômes commence en 1988, chez un homme de 25 ans, qui a depuis déjà 1 à 2 mois des douleurs abdominales, une fièvre intermittente, qui a eu une échographie abdominale en ambulatoire qui s'est avérée négative. Et puis, il finit par être hospitalisé. Des prélèvements périphériques sont effectués. La biologie de routine montre essentiellement une leucocytose à polynucléaire neutrophile. Tous les prélèvements bactériologiques et virologiques sont négatifs. Et devant la persistance de cet état, le patient a une splénectomie à visée diagnostique, essentiellement. Celle-ci montre une rade qui est remplie d'images d'abcès. Ceux-ci sont prélevés, analysés, et sont aseptiques. Ils sont riches en polynucléaires neutrophiles, on y reviendra sur la description anatomopathologique tout à l'heure. Et le patient, après cette splénectomie, se porte tout à fait bien, il guérit. Il guérit de façon malheureusement transitoire, puisque 9 mois plus tard, en 1989, il refait un petit peu la même séquence qui est précédée par une épisclérite, par des nodules inflammatoires sous-cutanés, qui sont des sortes d'abcès en fait,
et des douleurs abdominales en rapport avec des abcès hépatiques, des abcès ganglionnaires, des abcès profonds, des abcès pancréatiques. Le patient bénéficie d'une laparotomie ou de ponction biopsie hépatique pour de nouveau essayer d'étayer une éventuelle infection, et tous ces examens sont à nouveau négatifs. Dans l'hypothèse d'une infection, ce patient a eu à plusieurs reprises, évidemment, je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais des antibiothérapies à large spectre qui sont avérées sans effet, de même que des antituberculeux d'ailleurs, maintenus sur une durée conventionnelle. À ce moment-là, on envisage quand même la possibilité d'une maladie inflammatoire. Il est traité par iodure de potassium pendant 6 mois, avec une amélioration certaine et même rapide dans les jours qui suivent l'introduction du traitement, qu'on finit par arrêter au bout de 6 mois, et quelques jours plus tard, il refait exactement la même séquence, qui conduit à changer d'anti-inflammatoire avec de la colchicine à 2 mg par jour, qui a le même effet finalement que l'iodure de potassium, avec une amélioration rapide du patient, une amélioration de la fièvre, une amélioration des douleurs abdominales. Et puis, au bout d'environ 6 mois, vous voyez, en juin 1990, le patient a quelques éléments de diarrhée, il va mieux, on décide d'arrêter la colchicine, et là, il développe des céphalées, une douleur thoracique importante, toujours dans un contexte fébrile. Ceci permet de mettre en évidence un abcès cérébral, un abcès pulmonaire. Il existe une méningite à polynucléaire neutrophile stérile, et là encore, les prélèvements bactériologiques sont négatifs. À ce moment-là, devant la gravité de la situation, notamment cérébrale, l'atteinte cérébrale, une corticothérapie est mise en route, 1 mg/kg de cortensil après 3 bolus, et là, le patient s'améliore dramatiquement, disparition des céphalées, de la douleur thoracique, de la polynucléose neutrophile. Les choses s'améliorent grandement, il est presque guéri. On effectue un schéma de décroissance de la corticothérapie assez rapide, sur 1 mois et demi, et lorsqu'il est aux alentours de 15-20 mg de cortensil, de prednisone, le patient récidive avec de la fièvre et une hémiparésie en rapport avec un nouvel abcès cérébral. On reprend la corticothérapie IV, il répond à nouveau et on renforce celle-ci devant cette corticodépendance par du cyclophosphamide. Et là, le patient est en rémission pendant pratiquement 1 an. Et alors qu'il va, je dirais, pratiquement bien, il développe une fistule anale dont l'exploration, la coloscopie, permet de retrouver des stigmates de maladie de Crohn qui est largement au second plan, car il ne se plaint quasiment pas de diarrhée, il n'en a quasiment pas eu durant tous ces 3 ans écoulés, et les douleurs abdominales étaient vraiment beaucoup plus en rapport avec les abcès aseptiques. Que peut-on conclure de cette observation princeps ? Tout d'abord, c'est que ces abcès surviennent souvent après une phase prodromique, qu'ils sont souvent accompagnés d'une polynucléose neutrophile, qu'il existe une topographie abdominale préférentielle, splénique, j'y reviendrai, mais pas seulement, que l'ablation de la rate, la splénectomie, ne permet pas de guérir les patients, ce patient en tout cas, mais la plupart des patients, que les traitements anti-inflammatoires, notamment la colchicine, ont un effet intéressant. La corticothérapie a, elle, un effet carrément spectaculaire, je dirais, et c'est la raison pour laquelle il s'agit, je dirais, presque d'un critère diagnostique, qu'il peut y avoir une corticodépendance chez ces patients qui nécessiteront alors d'autres traitements, que ces patients peuvent avoir des atteintes dans plusieurs organes de façon successive ou de façon concomitante. Et puis, on voit que ce patient a développé une maladie de Crohn, encore une fois, qui est vraiment en retrait par rapport aux symptômes, mais d'une façon secondaire. Donc, les abcès aseptiques peuvent annoncer finalement une maladie sous-jacente. Quelles sont les données de cet enregistrement national qui existe depuis 1999 à présent ? Il y a eu deux étapes, je dirais, dans le recueil des observations. Nous faisons le point régulièrement. La première étape s'est effectuée en 2007 et a fait l'objet d'une publication dans Médecine à laquelle vous pourrez vous rapporter. Il existait 30 patients et un nouveau point a été effectué en 2016. Donc initialement 30 patients, des patients qui sont, comme vous le voyez, plutôt jeunes, un âge moyen de 29 ans, un petit peu plus âgés en 2016, mais globalement une population jeune,
à peu près la même proportion d'hommes et de femmes. L'organe principalement touché est la rate, ça c'est vraiment la chose à retenir. L'atteinte splénique est vraiment quelque chose de, je dirais, caricatural chez ces patients, mais d'autres atteintes évidemment sont possibles. L'association à la maladie de Crohn, je dirais que c'est ce qui a fait un petit peu la marque de fabrique de ce syndrome des abcès aseptiques. Cela aide éventuellement au diagnostic, mais il faut savoir que même dès le début, un certain nombre de patients n'ont pas eu de maladie, aucune maladie associée. 13% en 2007 et en 2016, dans les nouveaux patients recueillis, les 28 nouveaux patients, il y avait 60% de patients qui n'avaient pas de colite inflammatoire ni autre affection sous-jacente. Les patients qui ont une colite inflammatoire, notamment une maladie de Crohn, qui est quand même la colite inflammatoire la plus fréquemment associée, sont plus jeunes. Globalement, donc, une maladie qui atteint des sujets jeunes et encore plus jeunes s'ils ont une colite inflammatoire. Un certain nombre, même un cas sur deux pratiquement, ont une splénectomie initialement, et maintenant que la maladie est mieux connue, il y a moins recours à la splénectomie diagnostique, en tout cas, donc cette fréquence est en baisse. On voit que la fréquence des rechutes est importante, 60%, 46%, en moyenne, je dirais une cinquantaine de pourcents. Dans la littérature, les données sont globalement similaires. Il n'y a aucune série dans la littérature, ça c'est important à le signaler. Il s'agit uniquement de case reports, donc dont nous avons fait le recueil en 2007 et un nouveau point en 2016, donc 19 patients plus 26, donc 45 patients dans la littérature. Là toujours des patients plutôt jeunes, un sexe ratio d'environ 1. Une maladie, et je prends quelques secondes pour le dire, qui était évidemment, du fait d'un biais de recrutement initial avec l'enregistrement plutôt française, européenne, quelques cas qui étaient également originaires des USA, et une maladie maintenant qui est décrite en fait dans un petit peu l'ensemble du monde, vous voyez, non seulement l'Europe évidemment, l'Amérique du Sud commence à publier des observations d'abcès aseptiques, et également l'Asie qui a un pourvoyeur important de publications de case report à ce sujet. La rate reste toujours l'organe privilégié, même si d'autres organes seront assez souvent touchés, le foie, le poumon notamment. Là aussi, l'existence d'une condition associée autre qu'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui est quand même toujours la maladie la plus fréquemment associée, d'autres patients n'ont absolument aucune autre maladie associée. Là aussi, une splénectomie est souvent réalisée à titre diagnostique ou éventuellement thérapeutique, comme cela a été rapporté dans une ou deux publications, et vous verrez dans tout le déroulement de cette présentation que ce n'est vraisemblablement pas l'option qu'il faut prendre. Là encore, on voit que c'est une maladie à rechute. Donc, pour faire la synthèse de la littérature et de l'enregistrement, on voit que finalement c'est une maladie peut-être assez rare, mais pas si rare que ça, donc plus de 100 patients répertoriés. Voilà, nous avons régulièrement, quasiment une fois par mois, des sollicitations pour des suspicions d'abcès aseptique, ce ne sont pas toujours, mais c'est quelque chose qui est donc pas rarissime. L'échelle d'âge qui est touchée par cette affection est large. Au départ, on est plutôt des patients autour de 20-30 ans, et puis on voit petit à petit, au fil du recueil, qu'il y a des cas pédiatriques, il y a des cas qui surviennent chez des patients âgés, voire plus âgés. La répartition est mondiale, le terrain sous-jacent de colite inflammatoire est fréquent, mais n'est pas le seul, et surtout, ils peuvent être isolés. Donc ce n'est pas simplement une manifestation extra-intestinale ou la manifestation d'accompagnement de telle ou telle maladie. Il peut s'agir d'une entité complètement autonome, et ça c'est quelque chose d'important à savoir, autonome et purement profonde, isolée, sans lésion cutanée par exemple, si l'on veut éventuellement faire une référence aux dermatoses neutrophiliques pour lesquelles on peut évidemment avoir un parallélisme entre les deux. Ces abcès, lorsqu'il existe une maladie sous-jacente, peuvent la révéler, elle peut être concomitante, cette maladie, ou elle peut être déjà préexistante. Donc, je dirais dans un tiers des cas, chaque configuration est possible, un tiers précessif, un tiers concomitant, un tiers qui lui succède. Plusieurs organes peuvent être atteints simultanément ou successivement. Les rechutes sont vraiment
non rare, dans un cas sur deux, dans un cas sur trois, pardon, à 2 cas sur 3. Donc c'est vraiment une des problématiques de la gestion de ce syndrome. Et chez certains patients, dans plus de 25% des cas, ils ont 2, 3, 4, 5 récidives. Et vous imaginez, lorsque ce syndrome n'était pas connu, le nombre de gestes de laparotomie, de gestes chirurgicaux que cela occasionnait pour essayer de trouver une hypothétique infection qui n'existait pas. Heureusement, ce syndrome est mieux connu et c'est l'objectif de cet enregistrement, d'en faire la meilleure description pour donner un outil aux cliniciens afin de mieux la connaître et d'aller, je dirais, plus rapidement au diagnostic et d'adapter les traitements au mieux. Les délais diagnostiques donc se sont raccourcis. Dans la série initiale, il y avait plus d'un an, 14 mois. 14 mois initialement, on a des patients chez lesquels on recherchait des infections, qui avaient une fièvre qui revenait, qui disparaissait, qui redéveloppait des abcès dans d'autres situations, dont la ponction améliorait plus ou moins les choses finalement temporairement. Ce délai s'est quand même raccourci, mais reste toujours trop long, bien sûr, pour les patients qui sont... Donc pour les patients qui sont atteints, ce délai reste toujours trop long. Quelques mots maintenant de physiopathologie, je vous le disais, elle est assez mal connue. Ce qui est certain, c'est que la description histologique est quand même bien établie actuellement, et notamment avec l'aide du professeur Jean-Louis Kémeny à Clermont-Ferrand, qui a quasiment relu toutes les lames, tous les blocs des patients atteints d'abcès aseptiques de l'enregistrement national, et donc qui a une grande connaissance de l'histologie de ces abcès. Alors on le voit sur cette pièce de splénectomie, dont on doit l'image au professeur Patrick Gégaud de Rennes. On voit que cette rate est effectivement truffée, je dirais, pour parler simplement, remplie de lésions purulentes, de taille multiple. Il peut s'agir de micro-abcès chez certains patients, ou chez d'autres des abcès qui peuvent faire plusieurs centimètres de diamètre. Et quand on coupe la rate, quand on coupe en tranches, en deux, le pus s'écoule de ces cavités. Donc elles sont remplies de pus, polynucléaires neutrophiles, plus ou moins dégradés, plus ou moins altérés, et autour de ce centre, de ce corps de polynucléaires neutrophiles, il y a une réaction, généralement une réaction histiocytaire, les histiocytes qui prennent une disposition palissadique, auxquelles s'ajoutent quelques cellules géantes, de ci, de là. Voilà, donc il s'agit en fait d'une lésion qu'on pourrait appeler de pyoépithélioïde, certains pourraient dire de granulome nécrotique. Nous avons préféré le terme d'abcès, puisque vraiment la collection de polynucléaires neutrophiles est ce qui est vraiment dominant dans la lésion, et qui va bien également aussi avec la description tout à fait clinique chez ces patients. Il s'agit de lésions histologiques qui, dans le contexte, sont très évocatrices à notre sens, mais évidemment qui ne sont pas pathognomoniques. On peut les retrouver dans certaines infections, à chlamydia, à germes intracellulaires ou d'autres types d'infections. D'autres éléments sur la physiopathologie, les travaux qui ont été menés dans le service, les travaux de génétique notamment, de génétique en rapport avec la maladie de Crohn, puisqu'il y avait une association assez préférentielle, et que l'on sait bien sûr qu'il y a un terrain génétique sous-jacent à la maladie de Crohn, mais qui n'est pas une maladie à transmission mendélienne. Donc on sait qu'il existe des polymorphismes auxquels sont associés la maladie de Crohn. Nous les avons recherchés chez ces patients, chez un certain nombre de patients atteints d'abcès aseptiques, et nous les avons retrouvés, ces variants, à une fréquence en fait qui n'était pas très différente, même pas différente, de celle d'une population, je dirais, de maladies de Crohn tout venant, c'est-à-dire qu'on les retrouve assez rarement, moins d'1% des cas. Nous avons été plus loin en séquençant l'ensemble du gène et nous avons retrouvé un polymorphisme silencieux, R459R, qui est associé à la sévérité en termes du nombre d'atteintes d'organes et en termes de nombre de rechutes, donc à la gravité du syndrome des abcès aseptiques. Mais encore une fois, son rôle précis reste incertain. Un deuxième élément de génétique, toujours sur une stratégie dite de gène candidat, c'est-à-dire que l'on prend pour exemple des maladies qui ont un phénotype
qui peut ressembler ou qui ressemble un peu aux abcès aseptiques. Il y a une transmission mendélienne et on recherche, on séquence ce gène pour rechercher s'il existe des polymorphismes ou des mutations qui seraient préférentiellement associées à une maladie proche, donc en l'occurrence au syndrome des abcès aseptiques. Donc deuxièmement, nous nous sommes intéressés au gène CD2BP1 ou PSTPIP1, qui est un gène associé au syndrome PAPA pour Pyoderma gangrenosum, acné et pyogénique arthritis, qui est un syndrome extrêmement rare, autosomique dominant, et donc qui est caractérisé par des arthrites aseptiques, une acné importante, des arthrites apolynucléaires neutrophiles et un pyoderma gangrenosum, donc des choses qu'on peut retrouver dans le syndrome des abcès aseptiques. Il y a des phénomènes de pathergie aussi chez ces patients. Voilà. Donc nous avons séquencé ce gène, et cette protéine est d'autant plus intéressante qu'elle sert à la synapse immunologique, donc entre la cellule présentatrice d'antigènes et la cellule lymphocyte T CD4, et permet finalement d'accrocher cette synapse au cytosquelette. Et fait important également, la pyrine, qui est la protéine mutée dans la fièvre méditerranéenne familiale, se lie à cette protéine adaptatrice qui est CD2BP1. Donc c'était un gène de choix, un gène candidat de choix. Et nous avons démontré, en séquençant ce gène, et en particulier dans le promoteur, qu'il y avait dans ce promoteur des séquences, des allèles où il y a des triplets de base CCTG en différents nombres, triplets, quadruplets ou à 7 exemplaires, donc différents allèles. Et en fonction du nombre d'allèles, plus le nombre d'allèles dans ce microsatellite était important, plus le nombre de répétitions de séquences était important, plus il y avait une association avec le syndrome des abcès aseptiques et avec la maladie de Crohn. Donc là, il y a une piste aussi génétique intéressante qu'il conviendra effectivement également d'approfondir. Ensuite, et c'était le travail du docteur Bardy, nous avons essayé d'étudier directement in situ ce qui se passait dans ces abcès aseptiques. Et chez 7 patients, puisque nous disposions de matériel assez restreint néanmoins, nous avons fait des études d'expression en faisant tout d'abord des RT-PCR, in situ, et ensuite en étudiant l'étage protéique. En ce qui concerne la RT-PCR, nous avons choisi un certain nombre de gènes d'intérêt, dont ceux dont nous venons de parler, mais aussi l'IL1β, la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich, qui intervient justement dans la constitution du cytosquelette. Et qu'est-ce qu'il apparaît, pour synthétiser cette diapositive, il apparaît dans les protéines d'intérêt que l'IL1β, l'interleukine 1β, est nettement surexprimée et que la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich est sous-exprimée. Pour être plus précis dans ma description, nous avions 3 groupes. Bien sûr, le groupe des patients avec des abcès aseptiques, un groupe témoin qui avait une splénectomie, par exemple, pour un traumatisme, et un 3e groupe avec des patients avec des abcès septiques. Et donc, clairement, il y a une différence d'expression entre ces 2 groupes. Lorsque l'on exprime cette différence d'expression avec des clustergrammes, on voit que les profils d'expression sont très différents. Le profil d'expression du syndrome des abcès aseptiques, vous l'avez ici à gauche. Le profil d'expression de patients qui ont des abcès septiques, vous l'avez ici à droite. Et ici, vous avez au milieu le groupe témoin. Donc, il y a quand même, je dirais, presque une signature au syndrome des abcès aseptiques. En dehors, bien sûr, de la surexpression ou de la sous-expression de ces 2 protéines préférentielles dont je viens de vous parler. Donc ça, il s'agissait de l'échelle au niveau ARN, et au niveau protéique, me direz-vous, et au niveau protéique, nous avons fait des immunomarquages, donc sur des biopsies d'abcès, des abcès microbiens et des abcès aseptiques. Et l'on voit clairement que
sur des abcès aseptiques, l'IL1 bêta est surexprimé, notamment là en périphérie de ces abcès aseptiques, alors que vous voyez que sur des abcès septiques, il n'y a sur cette périphérie aucune surexpression. Et c'est, je dirais, l'image contraire pour la protéine du syndrome de Wiskott-Aldrich, pour laquelle il n'y a pas d'expression autour des abcès aseptiques, alors qu'il y a une expression relativement intense dans les abcès septiques. Donc tout ceci a un intérêt, je dirais, physiopathologique, parce qu'on peut se demander, compte tenu de ces précisions que je vous ai données, notamment sur l'intérêt de la colchicine, qui a bien sûr un effet sur le chimiotactisme, sur le cytosquelette des polynucléaires neutrophiles, on peut se demander effectivement s'il n'y a pas un lien physiopathologique entre tout ça et est-ce que cela peut pas expliquer l'effet de certains traitements. L'ensemble de ces données que nous avons pu recueillir sur le plan physiopathologique place clairement le syndrome des abcès aseptiques comme une maladie inflammatoire et pas comme une maladie primitivement infectieuse. On pourrait même franchir le pas et dire qu'elle est possiblement une maladie dite auto-inflammatoire, c'est-à-dire sans stigmate d'auto-immunité, avec un déclenchement spontané d'une réaction inflammatoire. Ainsi, la maladie de Crohn, notamment, est classée parmi ces maladies dites auto-inflammatoires polyfactorielles. Ces maladies auto-inflammatoires touchent des sujets jeunes, comme le syndrome des abcès aseptiques, sont caractérisés par la fièvre, leur caractère récidivant, une inflammation biologique, souvent une infiltration des lésions par des polynucléaires neutrophiles, comme dans la fièvre méditerranéenne familiale, généralement une surexpression d'IL1, et à l'inverse, une sensibilité au blocage de l'IL1 chez certains patients. Une autre chose importante sur le plan physiopathologique, mais aussi finalement sur le plan diagnostique, parce que cela nous permettra dans certains cas, si l'on retrouve ce spectre clinique chez un patient qui a une présentation d'abcès aseptique, cela confortera le diagnostic. Ce spectre clinique, il est assez vaste, avec des associations qui sont bien établies, que nous avons pu décrire dans la littérature et bien sûr au cours du registre, et puis aussi finalement en sachant qu'il existe un overlap entre certaines situations qui ne sont pas forcément retrouvées précisément dans le syndrome des abcès aseptiques, mais qui sont retrouvées, je dirais, d'une façon générale. Donc bien sûr, il existe une association préférentielle avec les colites inflammatoires, principalement la maladie de Crohn. Certains patients, un certain nombre ont une dermatose neutrophilique, d'autres ont une gammapathie monoclonale, une ostéite multifocale récurrente, une maladie finalement aussi qui peut en être assez proche, l'hydrosadénite suppurative. Certains patients ont des lésions d'hydrosadénite suppurative. Certains patients ont une forme proche d'une maladie de B7. Certains patients ont une polychondrite atrophiante. Quelques patients ont une polyarthrite rhumatoïde. Plus récemment, ils ont été décrits au cours d'un lupus, qui est une maladie, elle, avec présence d'auto-anticorps, à la différence de ce que je vous ai dit. Et puis, il semble, dans des observations pédiatriques, que je n'ai pas recensées dans l'enregistrement, qu'il y ait des formes frontières chez des jeunes patients avec des arthrites juvéniles idiopathiques. Les éléments qui sont, à mon avis, importants pour envisager le diagnostic, c'est évidemment la survenue d'une fièvre, même si elle n'est pas constante, présente dans environ 2/3 des cas. Une fièvre qui contraste avec un état hémodynamique qui est excellent. Les patients ne sont pas en état de choc. Donc il y a cette discordance avec une fièvre prolongée et une bonne tolérance finalement hémodynamique, même si les patients ont une tendance à avoir un amaigrissement si le syndrome se poursuit, évidemment. La localisation est souvent abdominale, donc les patients ont souvent des douleurs abdominales, avec quelquefois des troubles digestifs à type de diarrhée, qu'ils aient ou non une colite inflammatoire d'ailleurs. Ils ont de façon non spécifique des manifestations articulaires, arthralgie inflammatoire, arthrite. Quelquefois, un ou deux patients ont une ostéomyélite multifocale récurrente chronique.
et puis des manifestations cutanéo-muqueuses, un érythème noueux, un pyoderma gangrénosome, des aftes qui sont une manifestation fréquente, et une acné. Sur un plan biologique, il n'y a rien de très spécifique. Je vous l'ai dit, il y a souvent une leucocytose à polynucléaire neutrophile. Il faut savoir qu'elle peut être très très élevée. Il peut y avoir vraiment des patients qui ont 40, 50 giga par litre de polynucléaire neutrophile, toujours mature. Je tiens à le préciser évidemment. Il existe souvent une anémie inflammatoire d'accompagnement, un syndrome inflammatoire mais qui n'est pas constant, une élévation transitoire des enzymes hépatiques. Évidemment, les recherches infectieuses sont négatives, il faut les faire systématiquement. Des hémocultures, des sérologies, des recherches virales. Bien sûr, quand c'est possible, des prélèvements in situ, et à ce moment-là, utiliser les techniques les plus modernes, de PCR 16S notamment. Un outil important pour nous, qui coordonnons ce registre, c'est l'utilisation de la procalcitonine, qui, dans cette situation, avec un tableau qui paraît sceptique, lorsqu'elle est négative, a tendance à conforter évidemment ce diagnostic. Nous le verrons, cela a aussi un intérêt dans le suivi, j'y reviendrai. Généralement, absence d'anticorps, absence de stigmate d'auto-immunité, très rarement présence d'anticorps anticytoplasme de polynucléaire neutrophile, mais qui sont sans spécificité, et encore plus rarement d'anticorps antisaccharomyces cerevisiae. L'atteinte préférentielle est splénique, ou d'une façon générale, les organes de la cavité abdominale. Mais d'autres lésions ont été répertoriées, et finalement, les abcès septiques peuvent se situer dans tous les organes, finalement. On a parlé d'une atteinte pulmonaire, les atteintes cérébraux dans l'observation princeps. Il y a une atteinte prostatique, une atteinte aortique, une atteinte musculaire, une atteinte pharyngée, comme on le voit chez cette patiente, avec des abcès rétropharyngés responsables d'une dysphagie importante. Et chez cette même patiente qui avait des abcès musculaires rétro-cervicaux, occipitaux. Une atteinte testiculaire, une atteinte superficielle, des abcès superficiels, qui sont classés maintenant quelquefois par des auteurs comme dermatose neutrophilique, et en fait, je pense que chez le patient princeps qui avait ce type de lésion, il s'agissait de la première description d'abcès aseptique superficiel. Les adénopathies superficielles sont également possibles, et récemment, nous avons observé aussi des abcès aseptiques mammaires. Quels sont les éléments importants pour poser le diagnostic de syndrome des abcès septiques et écarter surtout un diagnostic différentiel? Vous l'avez compris, il s'agit d'un diagnostic d'exclusion. Vous vous trouvez face à un patient qui a de la fièvre, des abcès dans différents organes. Ce n'est évidemment quand même pas le diagnostic d'abcès septique qui vient en premier lieu à l'idée. Donc il faut exclure des diagnostics différentiels, infectieux évidemment, hémoculture, procalcitonine, des prélèvements bactériologiques périphériques, des sérologies, des prélèvements in situ si possible. Évidemment, devant des abcès spléniques, écarter une endocardite infectieuse, cela va de soi, il faut systématiquement dans le bilan effectuer une échographie cardiaque. Écarter ce qui peut être processus malin, notamment un lymphome, qui peut quelquefois donner des aspects de collection ou d'hypodensité, notamment splénique, écarter une maladie inflammatoire, une vascularite, en sachant toutefois que vous avez vu que quelques patients avaient une polyarthrite rhumatoïde et des abcès aseptiques. Dans une autre rubrique, on doit aussi rechercher une granulatose septique familiale, même si finalement le tableau est quand même assez différent, mais on sait que certaines formes peuvent être d'expression assez tardive. Il faut écarter bien sûr une tuberculose, ça c'est quelque chose de fondamental, rechercher des arguments pour une sarcoïdose. L'élément très important sur lequel je voudrais insister, c'est que devant ce type de lésion, il faut effectuer une coloscopie. Ça c'est vraiment un examen essentiel à effectuer pour rechercher une colite inflammatoire, notamment une maladie de Crohn, qui peut être vraiment au second plan. Le patient peut être tout à fait paucisymptomatique, avoir peu de diarrhée, comme dans l'observation princeps que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là, ça devient un élément clé du diagnostic. Vous vous trouvez en face d'ulcération aftoïde, d'un aspect endoscopique typique de maladie de Crohn, et a fortiori si les biopsies sont positives,
et vous avez des abcès spléniques, il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas de diagnostic différentiel possible dans la maladie de Crohn, en dehors d'abcès par fistule dans la cavité abdominale, vous n'avez pas d'abcès septique splénique. Reprendre la littérature, cela n'existe pas. Donc c'est un argument très très fort. Le TEP scanner peut être intéressant aussi pour rechercher bien sûr une hyperfixation, ce qu'on se doute sur les lésions que l'on retrouve sur l'imagerie, échographie ou scanner rayon X, mais aussi dans des territoires où il serait asymptomatique. Venons-en après au traitement, une fois qu'on a la conviction et qu'on a écarté les diagnostics différentiels, éventuellement on a administré aux patients un certain nombre d'antibiotiques à large spectre, mais quelquefois le traitement peut être initié d'emblée lorsque la conviction est grande, notamment dans les situations que je viens de vous décrire. Donc encore une fois, les antibiotiques sont inefficaces durablement dans les abcès aseptiques. La splénectomie, les données de la littérature et de l'enregistrement montrent clairement qu'il ne s'agit pas d'un traitement curatif. Si il s'agit d'étayer le diagnostic et qu'on n'a pas d'autre moyen, on peut la faire. Si on a la conviction du diagnostic, la splénectomie déplacera la plupart du temps le problème, c'est-à-dire qu'ils guériront effectivement pendant quelques mois et que les abcès réapparaîtront dans un autre site. La colchicine peut être un traitement qui a été utilisé quelquefois en monothérapie chez quelques patients, qui est un traitement d'appoint, qui peut être un traitement d'attente. Il ne faut pas craindre d'utiliser des posologies suffisantes. La corticothérapie, c'est vraiment le traitement de référence, 1,5 à 1 mg kg, éventuellement avec des bolus s'il y a une situation qui le nécessite. Elle a un effet rapide, c'est vraiment un critère diagnostique. Les patients se trouvent avec un bien-être, l'absence de douleur, de fièvre, quasiment du jour au lendemain. Si on veut prendre un parallélisme avec une autre maladie inflammatoire, comme dans l'arthrite à cellule géante, dès le lendemain, ils se sentent mieux. C'est vraiment quelque chose de très spectaculaire. Si on n'assiste pas à cette évolution, il faut, je pense, émettre quand même des doutes sur ce syndrome des abcès aseptiques, ou être très vigilant en tout cas. Il existe malheureusement chez un certain nombre de patients, souvent un cas sur deux, une corticodépendance. C'est-à-dire que lorsqu'on va diminuer la corticothérapie, le niveau de corticothérapie, les patients vont récidiver dans le même organe ou dans un autre organe, ce qui justifiera un traitement immunosuppresseur, un traitement complémentaire. Donc initialement, c'est souvent l'azatioprine qui a été utilisé, d'autant que il y avait peut-être une surexpression, une majorité de patients qui avaient une colite inflammatoire, souvent encore une fois peu active sous-jacente, et que c'était un produit je dirais de référence un peu dans cette situation. Mais aussi le cyclophosphamide a été utilisé comme dans l'observation Princeps, le méthotrexate, des traitements comme la cyclosporine, le thalidomide, la sulfasalazine, l'iodure de potassium, comme on l'a vu. Et puis surtout, maintenant, ce qui vient, je dirais, quasiment en deuxième intention après la corticothérapie, ce sont les biothérapies. Et maintenant, dans les analyses récentes de l'enregistrement, elles viennent dans un cas sur deux facilement. Il s'agit généralement d'anti-TNF-alpha, infliximab ou adalimumab, qui permettent généralement une épargne cortisonique intéressante et rapide. Quelques patients ont reçu des anti-IL-1 avec dans un cas sur deux environ une efficacité intéressante. Il y a eu une observation rapportée chez un patient qui avait une colite inflammatoire d'efficacité des leucaphérèses. Donc c'est quelque chose aussi qui n'est peut-être pas d'utilisation routinière, mais qui dans certaines situations est à garder en mémoire, peut-être dans des situations où le patient échappe ou est intolérant à d'autres traitements. Mais encore une fois, vraiment, les biothérapies restent quelque chose d'important maintenant, de nos jours. Et il faut savoir, en effet, gérer la corticothérapie et être, je dirais, limiter le niveau de corticothérapie le plus possible chez ces patients et évidemment chez ceux qui vont récidiver. Autrement, on se trouve avec des corticothérapies de haut niveau maintenues pendant assez longtemps et
qui conduisent aux effets secondaires que vous connaissez, notamment cardiovasculaires. Ceci me permet de dire évidemment un mot sur l'évolution. Le syndrome des abcès aseptiques est récidivant. Directement, il n'y a pas eu d'essai en rapport direct avec le syndrome des abcès aseptiques, même s'il y a eu des situations critiques, comme les abcès cérébraux notamment. Mais il n'y a pas eu de décès directement. Les 2 décès que nous avons déplorés récemment, maintenant, c'est justement l'observation de ce cas princeps, ce patient qui avait été en rémission, après toute l'histoire que je vous ai décrite, qui avait été en rémission pendant une bonne dizaine d'années, mais qui nécessitait quand même, de façon je dirais, indispensable, un petit niveau de corticothérapie. Il était tabagique, bien sûr, chose que l'on avait essayé de combattre au maximum. Et le deuxième patient était un patient qui, lui, nécessitait une corticothérapie je dirais, de niveau intermédiaire prolongé, c'est-à-dire que l'on n'a jamais pu diminuer au-dessous de 20 mg de prednisone par jour, quasiment 15 à 20 mg, malgré toutes les thérapeutiques, biothérapies que je viens de vous énumérer. Il était aussi tabagique et les deux sont décédés de causes cardiovasculaires, malheureusement. Donc, l'utilisation des traitements de fond est importante. Il doit être privilégié pour diminuer le niveau de la corticothérapie. On peut utiliser la corticothérapie transitoirement en attendant l'effet d'un traitement de fond pour calmer les choses, mais essayer de limiter vraiment le niveau de la corticothérapie. En sachant, et c'est un élément clinique aussi important, que certaines biothérapies, notamment anti-TNF-alpha, nous avons eu l'expérience, peuvent avoir un effet très rapide sans toucher le niveau de corticothérapie. La difficulté lors de suivi des abcès aseptiques, c'est de savoir s'il rechute sous le mode d'abcès aseptique ou s'il rechute sur un mode d'infection intercurrente notamment. Je vais vous reparler à ce moment-là de la procalcitonine, et là pour nous c'est un outil vraiment intéressant quand on se trouve dans ce type de situation, que la procalcitonine augmente, évidemment, on va tout mettre en œuvre pour rechercher l'infection sous-jacente et pas remonter le niveau du traitement de ces patients. Mais je dirais qu'à chaque fois qu'il y a une récidive de fièvre chez ces patients, sans être forcément maximaliste dans les examens complémentaires, il faut évidemment se poser la question d'une infection intercurrente et faire les examens nécessaires et raisonnables dans ce type de situation, sans trop tarder non plus pour réintensifier le traitement nécessaire au syndrome des abcès aseptiques. Intérêt donc de la procalcitonine, intérêt du PET scanner qui permet de faire une cartographie des lésions inflammatoires. Quelquefois c'est utile, notamment si c'est dans des organes cibles particuliers. Quelquefois chez ces patients il peut exister des séquelles du syndrome des abcès aseptiques. On croyait initialement que notamment les lésions spléniques guérissaient complètement, qu'on n'observait plus aucune lésion séquelaire, et puis finalement l'enregistrement a montré que certains patients ont gardé quelques lésions kystiques. Et du coup, lorsqu'on refaisait l'imagerie en période inflammatoire, en période suspecte de récidive, on se retrouvait devant ce type de lésions, on ne savait pas si elles étaient séquelaires ou non. Et si on pratique un PET scanner chez ces patients, et je pense particulièrement à un de ces patients, chez lequel on voyait autour de cette lésion séquelaire une prise de contraste, enfin une prise de 18-FDG, un hypermétabolisme très important, qui montrait qu'autour de cette lésion séquelaire, il existait de nouveau une activité de la maladie. Et puis on pouvait retrouver, par exemple, au niveau hépatique, d'autres lésions. Donc on avait une cartographie, on voyait que le patient était de nouveau actif et qu'il nécessitait de réintensifier le traitement. Autre chose, il s'agit de patients jeunes et de patientes jeunes qui peuvent bien sûr avoir un désir de grossesse, et l'enregistrement a permis de retrouver plusieurs patientes, au moins 3, qui ont pu mener leur grossesse sans difficulté particulière, sans grande poussée au cours de leur grossesse, et chez certaines par contre avec une rechute au décours de la grossesse qu'il faut savoir vraiment bien entourer. Mais donc la grossesse ne doit pas poser, n'est pas une contre-indication, ne doit pas poser de problème théorique, bien sûr, en faisant attention aux médicaments qui sont utilisés avant et pendant la conception. Pour conclure,
quelques éléments qui me paraissent importants à vous rappeler au sujet de ce syndrome des abcès aseptiques. On ne reconnaît bien que ce qu'on connaît, et effectivement, quand on voit ces patients fébriles, avec une bonne hémodynamique, avec un certain nombre d'éléments, éventuellement des lésions cutanées, un terrain sous-jacent particulier, des lésions spléniques typiques, on doit maintenant penser en second lieu, après une infection bactérienne, on doit penser sérieusement au syndrome des abcès aseptiques si les premières recherches bactériologiques sont négatives, si la procalcitonine est négative. C'est quelque chose qui doit arriver rapidement dans les diagnostics différentiels. Il faut rapidement alors effectuer une colonoscopie pour rechercher des stigmates de colite inflammatoire qui va considérablement accélérer le diagnostic de syndrome des abcès aseptiques. Rechercher donc une infection inflammatoire sous-jacente, préférentiellement associée au syndrome des abcès aseptiques. Et lorsque nous avons suffisamment d'éléments concordants pour ce diagnostic, débuter, si ce n'est déjà fait, un traitement par colchicine dans l'attente de certains résultats, débuter une corticothérapie générale à 1,5 ou 1 mg/kg, qui donc doit avoir un effet rapide et spectaculaire. Certains patients ne feront qu'une poussée, on pourra diminuer la corticothérapie et l'arrêter, mais ce n'est pas la majorité des cas. Plus d'un cas sur deux rechute, et il faudra donc savoir gérer ces rechutes au mieux et en étant parcimonieux sur la corticothérapie, en connaissant l'intérêt des biothérapies. L'ensemble de ces données est important parce qu'il s'agissait d'une maladie rare, d'une maladie orpheline, et il n'y avait, au moment de la description de l'observation Princeps en 1989, aucune donnée, je dis bien aucune donnée bibliographique, qui permettait de déterminer le traitement, de dire aux patients quelle allait être leur évolution, comment cela allait se passer par la suite. Le temps a passé, nous avons pu recueillir beaucoup de données cliniques, biologiques, faire des études physiopathologiques sur ces abcès, et l'on est en mesure, même si on ne connaît pas parfaitement cette maladie encore, de donner des éléments quand même plus précis pour la prise en charge de ces patients, de leur expliquer ce qu'est leur maladie, ce syndrome des abcès aseptiques, qui peut encore une fois être quelque chose de complètement isolé, sans maladie inflammatoire associée. Je vous remercie pour votre intérêt pour cette communication.